Ousseynou Narguey à Dakar, Loubès. René Lec, ici à Washington. Ousseynou Loubès, je crois que l'une des questions d'actualité au Sénégal aujourd'hui tourne encore autour du foncier. Qu'en est-il? Oui, sur cette terre du Sénégal où il pleut désormais, la question foncière revient au centre des préoccupations qu'elle n'a jamais quittées, avec une volonté manifeste du président Macky Sall de trouver une solution, d'abord pour Dakar, où il vient de dégager 30 hectares, comme on le sait, au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations qui va les valoriser en parcelles qu'elle va mettre en vente par vente aux enchères à 200 000 francs le mètre carré, ce qui va permettre à une tranche de population assez fortunée d'accéder à la propriété foncière à Dakar dans une presqu'île où il n'y a plus de réserve foncière, mais aussi cette mise à disposition de 30 hectares à disposition donc de la CDC va permettre de générer 60 milliards, desquels 20 milliards seront pris pour financer le projet de 100 000 logements sociaux que le président Sall a annoncé lors de sa prestation de serment pour son deuxième mandat. Donc, nous avons à la fois, je pense, une réponse en termes d'accession immobilière qui est donnée aux tranches, aux catégories sociales assez fortunées, mais aussi aux petites bourses. Et ça, c'est une bonne chose. Et last but not least, ce projet présidentiel englobe aussi les préoccupations des écologistes, puisque dans un deuxième temps, le président Sall a décidé que 10 hectares de la réserve foncière de l'aéroport militaire de Dakar seraient réservés à un parc forestier, un bocage, un marais qui sera à disposition des Dakarois pour donc leurs loisirs. Et j'en termine pour dire que les 100 000 logements sociaux que j'ai évoqués ne concernent pas que Dakar, mais tout le Sénégal. Donc tout ça est l'indication d'une volonté politique qui va dans le bon sens en termes d'amélioration de la qualité de l'accession à l'immobilier au Sénégal et à Dakar. Oui, je sais également, Ousseynou, vous vouliez parler un peu aussi de la sécurité par rapport au baux. Qu'en est-il? Oui, il y a un vrai problème de sécurité des baux, de sécurité de la propriété foncière au Sénégal, où sous le premier président Senghor, on avait nationalisé, on va dire, tout le territoire avec la loi sur le domaine national. Donc, même les populations autochtones qui, dans les villages, cultivaient des terres, n'en avaient pas le titre de propriété. Aujourd'hui, il est très difficile d'accéder à un titre foncier au Sénégal. 150 000 Sénégalais sur 16 millions détiennent un titre foncier, ce qui est assez peu. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un projet qui est en cours de mise en œuvre avec la Banque mondiale qui s'appelle Procacev en abrégé et qui porte sur la sécurisation du cadastre et des baux. Et je pense que effectivement, de ce point de vue-là, il y a des avancées qui doivent être faites. Là aussi, on avait donné aux collectivités territoriales, avec la communalisation générale du Sénégal, le droit de donner des délibérations d'octroi de terres. Mais là aussi, ça posait problème. Il y avait des délibérations multiples. Et là aussi, l'État a intervenu pour dire qu'à la place des collectivités locales et des communes, elles pouvaient, elles, délibérer l'attribution de terres à des propriétaires qui y accéderaient. Mais je pense que sur cette question-là, il y a encore des efforts à faire en termes de sécurité foncière, surtout à un moment où on parle d'une expropriation qui ne dit pas son nom des terres qui avaient été octroyées à Babacar Ngom de Sedima à Ndengler et pour lesquelles en 2019, sur 224 hectares, il avait quand même obtenu un bail, non pas un bail, mais un titre foncier. Donc voilà, pour me résumer, il y a vraiment des efforts à faire en termes de sécurité foncière qui, je crois, est la base d'une économie forcément capitaliste dans laquelle nous sommes inscrits aujourd'hui, comme tous les pays du monde. Alors, René, de votre côté de la planète, Loubès, j'allais vous demander, vous voulez parler surtout de gouvernance
questionner la problématique de gouvernance, d'abord à la lumière de la crise sanitaire aux États-Unis, où vous semblez dire qu'il y a un défaut de gouvernance qui s'illustre par l'aggravation de cette pandémie de Covid-19. Oui, tout à fait, Ousseynou. En fait, vous savez, je crois que le thème des différentes questions que j'ai abordées très rapidement, c'est vraiment la question de la gouvernance. La gouvernance qui est posée autant dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Et ça montre que vraiment, quand il y a un problème de gouvernance, que l'on soit le pays le plus puissant, le plus riche dans l'histoire de l'humanité contre les États-Unis, les résultats des politiques en situation de malgouvernance sont souvent désastreux, ce qui est le cas aujourd'hui de la crise sanitaire aux États-Unis. Alors, pour en venir à l'Afrique, vu depuis vos jumelles de Washington, le Mali, il y a un problème de déficit de gouvernance attribué à l'actuel président Ibeka, qu'il semble vouloir régler, et la CEDEAO avec lui, avec un nouveau mode de gouvernance, le gouvernement d'union nationale. Là aussi, vous pensez qu'il y a carence? Oui, là, c'est la même question. Ce n'est pas tellement moi qui le dis, c'est le M5, le mouvement du 5 juin, c'est les artistes que l'on entend, Salif Keita, les sportifs, les leaders de la société civile. Tout le monde s'exprime pour remettre en cause la gouvernance qui est qualifiée de désastreuse de Ibrahima Boubacar Keïta. La CEDEAO s'est beaucoup impliqué. Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, est intervenu. Ils ont fait un certain nombre de propositions, dont un gouvernement d'union nationale, 50% pour le pouvoir, 30% des postes pour l'opposition, 20% pour la société civile. Mais tout cela n'a pas été un succès puisque le M5 n'a pas accepté les conclusions et la proposition de la CEDEAO qui fixait un deadline, un délai au 31 juillet. Il se trouve maintenant qu'on a 4 chefs d'État de la région, dont le président Macky Sall, qui vont tenter une autre médiation. On va voir ce que cela va donner. Mais en tout cas, une chose est certaine, cela montre également comment la mauvaise gouvernance, en tout cas telle que perçue par certains, peut mettre un pays à terre. Mais à côté du Mali et en Côte d'Ivoire, ne courons-nous pas le risque, avec le dauphin présidentiel qui n'est plus, qui est décédé, d'avoir plutôt un pouvoir de Ouattara qui soit un peu trop boulimique et qui là aussi sorte des règles de bonne gouvernance acceptées dans la CEDEAO et dans l'UEMOA, qui est de se limiter à 2 mandats? Oui, la question est posée, la question du 3e mandat, comme on dit. De nombreux observateurs ont toujours pensé que c'était quelque chose peut-être qui pouvait intéresser Alassane Ouattara. Pour ma part, à plusieurs occasions, j'ai dit et redit que je n'y croyais pas. Je pensais qu'après ces 2 mandats, il s'en irait. C'était un peu le schéma dans lequel nous étions avant le décès d'Amadougon Coulibaly. Maintenant que la situation est ce qu'elle est, avec son départ, la situation semble compliquée puisque Alassane Ouattara veut un peu garder les clés, peut-être pas les clés, mais en tout cas une certaine influence dans la prochaine administration, si tant est que son parti remporterait la présidentielle d'octobre. Donc les candidats que l'on avait, c'était possible, les présidentiables possibles, il y avait Duncan, le vice-président. Ensuite, il y a bien entendu Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, mais il n'est pas certain qu'ils arrivent à être, notamment Bakayoko, à être consensuels. Duncan, de toute évidence, avec sa démission, on peut penser que ce n'est plus une question d'actualité. Donc, c'est sûr que la question d'Alassane Ouattara dans un 3e mandat revient, mais la malgouvernance ici n'est pas qu'à ce niveau-là. Les risques, en tout cas, de malgouvernance, ce n'est pas qu'à ce niveau. C'est même aussi dans le fait qu'on se retrouve dans une telle situation. Cette incapacité que les partis politiques en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans beaucoup de pays, cette incapacité à avoir 3, 4, 5, 10, 20, 30 personnes qui soient présidentiables, à laisser de la place à l'éclosion de talents d'autres leaders autres que le grand chef, c'est un véritable problème. Prenez le Sénégal, en dehors de Macky Sall, il est difficile, à part 3, 4
ténor peut-être au niveau de l'APR, il est difficile de citer une vingtaine de grands leaders dans les autres partis d'opposition, que ce soit dans le Réumi d'Idrissa Seck ou Khalifa Sall au niveau de son mouvement. Il est difficile d'avoir des ténors importants et ça, bien entendu, de mon point de vue, c'est également une question de gouvernance. Oui, au Sénégal, en tout cas, nous sommes loin encore de la prochaine échéance, mais vous semblez dire que même si ce n'est pas le pouvoir suprême qui est en cause, il y a quand même des questions de gouvernance qui se posent, notamment avec ces ministres dont on accuse plusieurs, et pas seulement celui de l'environnement, Abdoukarim Sall, d'avoir maltraité des gazelles oryx en essayant de les exfiltrer. Vous pensez qu'il y a eu un abus de pouvoir de ces ministres-là sur les ressources animales du Sénégal et donc un acte de malgouvernance aussi? Abus de pouvoir au sens légal du terme, je ne sais pas, c'est une question qu'il faudra certainement examiner. Conflit d'intérêts, en tout cas au moins dans la perception de toute évidence. Malgouvernance également, dans la mesure où il n'y a pas de règles claires, comment se font les transferts, qui a droit, quelles sont les règles qui sont de rigueur. Est-ce que quelqu'un qui est en poste dans une position gouvernementale, qui en plus de ça relève de son département, peut-il bénéficier de tels transferts, de telles donations, si on peut les appeler ainsi. Bon, il y a de toute évidence des questions de transparence dans la gestion des affaires publiques et des biens publics dans notre pays, et cela prend des dimensions qui sont assez inquiétantes parfois, il me semble. Merci, au revoir, c'était Loubès. Au revoir, Hussein.